Monsieur le ministre des Forêts et de l'Environnement de Guinée équatoriale, Madame la Présidente du Sénat et Monsieur le Président de la Chambre des députés de Guinée équatoriale, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'intervenir à l'issue de ce séminaire organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a été consacré à la coopération interparlementaire sur les changements climatiques et qui est accueilli pour cette première édition par la Guinée équatoriale. Je fais cette intervention à distance, comme vous le voyez, et je vous prie de m'en excuser, mais on m'a dit, et c'est l'essentiel, que les échanges lors de ce séminaire avaient été riches et fructueux, et je m'en réjouis. Pourquoi est-ce qu'on m'a proposé d'intervenir? Probablement parce que j'ai l'honneur d'avoir négocié, puis présidé, la fameuse COP21, c'est-à-dire l'accord de Paris, qui est aujourd'hui la référence mondiale dans la lutte indispensable contre le dérèglement du climat. Peut-être aussi parce que j'ai présidé 2 fois notre Assemblée nationale, que j'ai été parlementaire pendant une trentaine d'années et que donc je mesure la nécessité, mais aussi les difficultés, du rôle du Parlement dans ces questions climatiques. Je vais commencer mon court propos par 2 constats. Le premier constat, c'est que l'accord de Paris n'aurait pas été possible sans l'engagement déterminant des pays africains. Pendant les négociations et au moment ultime du vote, l'Afrique a été positive et décisive. Et donc je veux, en cette occasion, à nouveau remercier vos pays et vos parlements, car aujourd'hui l'accord de Paris est notre guide universel. Il l'est grâce à vous, même s'il n'est pas respecté par tous dans le monde, malheureusement. Deuxième constat, l'Afrique émet peu de CO2, environ 4% des émissions globales. Et pourtant, elle subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Le continent, singulièrement les pays du bassin du Congo, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Il a vu ses températures augmenter en moyenne d'au moins plus 1,4 degré depuis l'ère pré-industrielle, contre 1,1 degré, 1,2 degré à l'échelle du globe. Par sa situation et par sa population, l'Afrique est donc au cœur des enjeux du changement climatique, comme l'ont montré notamment la localisation et l'orientation de la COP27 en 2022 en Égypte. La place de vos pays dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, qualifié d'existentiel par le secrétaire général de l'ONU, est donc absolument décisive. Je ne vais pas vous infliger un long exposé sur le dérèglement climatique, vous le vivez et les populations qui vous ont élus le vivent quotidiennement, sans doute avec des différences selon chaque pays, mais globalement, tous vos pays et tous les secteurs sont concernés et seront concernés. Je ferai devant vous 3 remarques. La première, c'est qu'en matière de climat, il faut être honnête et objectif, les voyants sont au rouge. Nous sommes actuellement sur une trajectoire d'augmentation des températures au moins de plus 2,8 degrés à 3 degrés, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport à la limite de 1,5 degré définie par les scientifiques, avec évidemment des conséquences catastrophiques qui sont en retour, les canicules, les méga-feux, les sécheresses, les famines, les inondations, etc. Les pays francophones du Sud, vos pays, sont parmi les plus vulnérables. Crue historique du fleuve Congo, chaleur record en Guinée équatoriale et au Cameroun, manque d'eau en République centrafricaine, canicule et montée des eaux au Gabon, nécessité de préserver les forêts, je pourrais malheureusement allonger la liste. Cette question essentielle du climat, si on veut bien la comprendre, présente une triple caractéristique. D'abord, elle est interdisciplinaire. Elle concerne tous les droits fondamentaux de l'homme et de la femme, la vie, la santé, la sécurité, la propriété, l'environnement. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en 1980, est d'ailleurs le premier traité international à avoir écrit, je cite, que tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Fin de citation. Cette question du climat est également internationale. Aucun État, aucune région, personne n'est épargné. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, tout comme les effets catastrophiques qui en résultent. Vos actions ou vos inactions influencent donc la situation de vos voisins, mais elles sont à leur tour dépendantes de ce que font vos voisins. Quoi qu'il en soit, les conséquences les plus graves concernent et vont concerner dans le monde les pays du Sud, en particulier, malheureusement, le continent africain. Et troisièmement, la question climatique est intergénérationnelle. Le changement climatique produit des effets à long terme qui handicapent la capacité de développement des générations futures. Et si on y réfléchit bien, toute la question
est de rendre compatibles prospérité et postérité. Comment faciliter la vie des générations actuelles sans compromettre la vie des générations futures? C'est toute la question qui nous est posée à tous. L'origine du dérèglement climatique, elle est bien connue, même si certains défenseurs criminels d'intérêts particuliers, souvent puissants, la contestent. Ce sont les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre. Les remèdes sont aussi bien connus. L'application universelle et intégrale de l'accord de Paris, avec ses 29 articles et ses 140 paragraphes de décision. Cet accord, je l'ai dit, n'est malheureusement pas respecté par tous. Mais il faut garder à l'esprit, on l'oublie souvent, que sans l'accord de Paris et la COP21, la tendance serait aujourd'hui autour de plus 5 degrés. 5 degrés. Cet accord est l'expression même du multilatéralisme, à la fois dans la conduite de la négociation que j'ai eu à mener et dans ses principes, puisqu'il est admis notamment le principe dit de la CBDR, c'est-à-dire la responsabilité commune mais différenciée de chaque pays pour parvenir à l'objectif défini en commun. Limiter la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. En bref, on ne peut pas demander la même chose à des pays hyper développés et à des pays qui n'ont pas le même niveau de développement. Ça suppose une prise de conscience générale, une information des populations, mais plus largement une panoplie complète d'actions pour tous les secteurs de la société, qu'il s'agisse de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation à ces émissions. Bref, et c'est ma première remarque, toutes les forces doivent être mobilisées avec un mot d'ordre, l'action. L'action. Deuxièmement, l'action des parlements en particulier est cruciale. À la fois parce que les parlementaires sont un lien vital avec les populations, pour les écouter, pour les informer, pour les représenter, et parce que le rôle des parlementaires est, sinon de définir eux-mêmes dans tous les détails un plan d'action, mais du moins de contrôler que le gouvernement a bien un plan d'action et qu'il le respecte. J'ai coutume de dire que l'accord de Paris est le résultat de l'alignement de 3 planètes. D'abord la planète scientifique, à travers notamment le travail remarquable du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Ces scientifiques ont joué un rôle très utile. La planète société civile aussi a joué un rôle très utile avec les citoyens, les femmes, les hommes, la jeunesse, les entreprises, les associations, les communautés locales, tous motivés pour une nécessaire transition écologique. Et évidemment, la planète politique, celle des gouvernements et celle des parlements, qui sont des forces décisives pour prendre des engagements et pour les respecter. À ce titre, je veux saluer particulièrement la prise en compte par le gouvernement du Guinée équatoriale de l'importance de la collaboration avec le Parlement sur les enjeux climatiques. Pendant ce séminaire, vous avez mesuré toute l'importance de l'action de vos parlements et de chaque élu pour lutter contre le changement climatique. Grâce à l'appui de l'Assemblée parlementaire pour la francophonie, je pense qu'une dynamique a été impulsée et des outils pratiques ont été partagés. Et je veux dire mon plein accord avec les 4 thèmes clés sur lesquels vous avez insisté, c'est-à-dire l'élaboration d'un cadre législatif robuste, le renforcement du cadre institutionnel et de la gouvernance climatique, le contrôle de l'action gouvernementale et le financement de la politique climatique. J'insiste en particulier sur ce dernier point, car dans ce domaine comme dans d'autres, la finance, aussi bien internationale que nationale, est absolument déterminante. Or, précisément, un cadre législatif est nécessaire afin que les acteurs internationaux publics et privés ne puissent pas prendre un prétexte de l'absence de cadre législatif pour vous refuser, comme trop souvent, les finances et les technologies indispensables. Désormais, le temps est à la concrétisation. Les enjeux sont bien connus. Il s'agit d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'adapter aux effets du changement climatique tout ce qui peut être adapté, ce qui requiert souvent des financements publics. Et il s'agit de financer les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. On connaît aussi les moyens. Planification climatique, bien sûr, suivi des politiques environnementales, accès renforcé à la finance climat, ce qui suppose aussi une réforme internationale des financements qui est, à mon avis, beaucoup trop lente. Chacun doit faire sa part d'effort, mais il est évident, sans démagogie, que ce sont d'abord les pays les plus riches et les pays et les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre qui doivent contribuer le plus à l'effort général. Ma troisième remarque, c'est que pour relever ces défis, la coopération internationale est absolument indispensable.
On cite souvent le proverbe africain, vous connaissez mieux que moi, si tu veux aller vite, va seul, si tu veux aller loin, va accompagné. Le changement climatique constitue, je l'ai dit, une menace existentielle, commune, qui nécessite d'unir les forces selon les possibilités et les particularités de chacun. Je mesure vraiment combien l'Afrique est lassée d'attendre des finances et des technologies qu'on lui a promises et qui ne viennent pas suffisamment. Les pays les plus riches, je le répète, doivent et devront respecter leurs engagements financiers. C'est une question de justice climatique, car les retards d'investissement ne feront qu'augmenter le coût du dérèglement climatique. Concrètement, l'un des enjeux des 2 prochaines COP, la COP 29 en novembre à Bakou et la COP 30 surtout en 2025 au Brésil, sera de fixer un nouvel objectif d'aide aux pays en développement qui soit à la hauteur des enjeux. D'ici là, chaque pays, chacun de vos pays, devra préciser ses objectifs et ses engagements, ce qu'on appelle en anglais NDC, les contributions nationales déterminées. En tout état de cause, pour accéder aux mécanismes financiers internationaux et pour attirer les investisseurs privés, il est important que chaque État se dote de lois climatiques qui soient conformes au droit international. D'autant plus que ce contexte international actuel est très tendu, beaucoup plus qu'au moment de l'accord de Paris, et que certaines puissances, je les entends, multiplient de grands discours sur le soutien nécessaire à l'Afrique, mais quand on regarde la réalité, elles ne font pas grand-chose pour lutter chez eux contre le dérèglement du climat. Dans ce processus législatif, la francophonie qui nous lie, en tant que communauté unie par une langue et par des valeurs partagées, a un rôle à jouer, je le crois. Permettre une coopération interrégionale fructueuse par un partage des ressources techniques. C'est, je pense, ce qui a été démontré pendant ce séminaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, ma conclusion sera celle-ci. Pas de nature, pas de futur. Avec ce slogan, qu'on le dise en français, en anglais, en espagnol, que sais-je, de nombreuses manifestations ont lieu périodiquement à travers le monde pour protester contre le dérèglement climatique et demander une véritable action. Même si elles sont jusqu'ici insuffisantes, de nombreuses actions positives sont entreprises ici et là pour lutter concrètement, pour proposer des solutions. Mais, je l'ai dit au début de mon propos, le monde est encore loin du compte. C'est un combat à la fois gigantesque et essentiel. Ni les parlements, ni la francophonie, ni chacune et chacun d'entre nous, qu'ils soient hauts responsables ou simples citoyens, ne peut donc se tenir à l'écart. C'est donc notre devoir à tous d'agir. Merci de m'avoir écouté. Bon travail à toutes et à tous.